le bonheur du présent, un présent qui passe par le passé. Radio Clédou, le bonheur du futur, l'avenir sur le potentat des ondes FM. « 101.2, la passion a toujours raison. » Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et culture Clédou sur l'ensemble des réseaux, bonjour à vous et bienvenue. Les jours successifs venaient se rembler à guerre. Il y a eu hier, il y a aujourd'hui, il y aura demain. Mais aujourd'hui, nous sommes mardi 9 octobre de l'an 2018. Il est 7h en temps universel. Vous allez suivre les informations. Première édition de la matinale de Clédou. Une présentation de Bakary Sekoussi. C'est Bakary, bonjour, bienvenue. Est-ce que tu es bien réveillé? Voilà, Dieu merci Abdoulaye et bonjour à toi, bonjour à tous les auditeurs. Et bienvenue donc à cette édition, la première de Clédou Info. Dans ce journal, nous allons parler également des travailleurs de la PPM, la pharmacie populaire du Mali, à travers un sitting tenu hier, lundi 8 octobre 2018. Ils réclament la tenue du conseil d'administration sur le bilan de l'exercice 2017. Dans ce journal, donc, on aura des précisions. Et puis, l'exploitation de la mine d'or de Mourila sera fermée bientôt. Et pour préparer l'après-mine, le gouvernement du Mali et la société minière ont lancé un projet Mourila Agro-Business. Kassim Traoré nous donnera d'amples informations par rapport donc à ces projets ambitieux. Et puis nous allons partir au Tchad après le Niger et le Burkina Faso. Et Florence Parly, la ministre de la Défense française, arrive à N'Djamena pour poursuivre des discussions en vue de l'appropriation des opérations de sécurité par les Africains eux-mêmes. C'est la page internationale de ce journal. C'est le titre. Le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Et bienvenue donc à cette édition. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 9 octobre 2018, la première de Clédou Info. Je le disais tantôt, l'exploitation de la mine d'or de Mourila sera fermée dans quelques années. Et pour préparer l'après-mine, le gouvernement du Mali et la société minière ont lancé le projet qu'on appelle Mourila Agro-Business. Kassim Traoré nous parle de ce projet. Après 17 ans d'exploitation, la mine d'or de Mourila fermera ses portes en 2019. C'est pourquoi les responsables de Rangol et le gouvernement malien ont décidé de remplacer cette mine par un projet d'agro-business. Hilaire Diarra, directeur environnement et fermeture de Rangol Ressources. Le plus important, c'est quoi? C'est qu'à travers ce projet agro-business, on peut créer plus de boulot que la mine ne créait. Déjà, c'est un très bon exemple de fermeture de mine. Trouver une zone comme ça, clôturée, 1250 hectares, des infrastructures qui coûtent plus de 100 millions de dollars et transformer ça en zone de transformation. Et moi, je crois que c'est quand même un grand impact. En plus de la terre, une piste d'atterrissage, des équipements et de l'énergie, Mourila Agro-Business doit compenser la production d'or, mais surtout donner espoir aux populations. La création de ce projet répond à un souci du gouvernement malien de mettre en œuvre des plans de développement communautaire autour des sites miniers. Lelenta Awa Bababa, ministre des Mines et du Pétrole. Voulant résoudre le paradigme d'un continent possédant plus de 30% des ressources naturelles du monde et dont les populations vivent dans la pauvreté. Les chefs d'État et de gouvernement d'Afrique ont adopté en février 2009 la vision du régime minier de l'Afrique, communément appelé PMA, dont l'objectif est de pouvoir faire une exploitation équitable et optimale des ressources minières en vue d'une large croissance durable du développement socio-économique soutenu et ainsi parvenir à une transformation structurelle de l'économie. C'est en 2001 que la mine d'or de Mourila a été ouverte. De son ouverture à nos jours, plus de 200 tonnes d'or ont été produites. Aujourd'hui, cette exploitation sera transformée en exploitation agricole. Il s'agit de faire de la production et de la transformation locale. Mori Kone, représentant des associations et coopératives de Sanso. Avec l'agrobusiness, on a espoir qu'après la mine, l'agrobusiness
c'est vraiment pas contribuer à changer considérablement notre terrain de vie, nos conditions de vie. Tout est pris en compte dans cet agrobusiness. Morila Agrobusiness, c'est aussi des cages flottantes pour 3 tonnes de poissons par mois, l'unité de production avicole d'une capacité de 1000 alvéoles par jour, l'aviculture avec 1000 ruches, l'agroforesterie et le maraîchage, le tout soutenu par la centrale électrique de 29 MW. Pour le moment, ils sont 30 travailleurs, mais dans l'avenir, l'agrobusiness employera 3000 personnes. Voilà, merci Kassim Traoré, présent à cette cérémonie donc de lancement. Le Premier ministre Soumilo Boubeye Maïga donne ici ses impressions après avoir visité quelques stands. C'est une première en Afrique, je crois, de voir la reconversion planifiée et en voie de réussite d'une mine qui ferme, et donc d'un site minier qui est en voie de fermeture pour l'aspect mine industrielle. Et je pense que ce projet-là sur lequel les différents départements travaillent depuis plusieurs mois déjà et même plusieurs années correspond tout à fait à ce que nous avons toujours dit, à savoir que les mines ne doivent pas laisser après elles un environnement totalement dégradé et des emplois définitivement détruits. Et je pense que le projet d'agropole qui est déjà en fonctionnement ici offre une belle perspective non seulement aux communautés, aux populations, mais va apporter une contribution importante pour l'économie de la région et du pays, parce que ce site fait partie de la zone économique spéciale. Et vous avez vu que permet aux populations, aux producteurs de valoriser beaucoup de production agricole, de la pisciculture, beaucoup de transformations agricoles, et puis il va probablement attirer d'autres investissements, d'autant que dans nos projets, l'aéroport de Sikasso va être un aéroport consacré exclusivement aux miniers, puis il va servir aussi d'une sorte de comme hub pour l'exportation de produits agricoles. Et donc je pense que c'est un projet qui s'intègre parfaitement dans notre vision du développement du pays. C'est la vision du Mali pour tout ce qui concerne les mines. Donc tous les sites miniers qui vont arriver à terme vont devoir aller dans cette perspective-là. Et depuis la relecture du code minier en 2012, ça fait partie du cahier de charge des mines, c'est-à-dire la transformation des sites en nouveau bassin de production, mais de production autre que la production minière. Alors là, c'était le Premier ministre, chef du gouvernement, Soumilo Boubeye Maïga, propos recueillis par Kassim Traoré. Je le disais dans les titres également, les syndicats des travailleurs de la pharmacie populaire du Mali, PPM, réclament la tenue de leur conseil d'administration pour le bilan de 2017. C'est à travers un sit-in devant donc la société que l'on voulait se faire attendre. C'était hier matin pour le secrétaire général du syndicat, le conseil d'administration qui devrait se tenir le 30 juin dernier n'a pas encore été convoqué par les PDG de la pharmacie. On en sait plus ici avec Adama Sangaré, secrétaire général du syndicat des travailleurs de la PPM, propos recueillis par André Traoré. Le conseil d'administration de la PPM de l'année 2017 ne s'est pas tenu jusqu'à présent, alors qu'en réalité, ça devrait se tenir au 30 juin. Tous les documents administratifs que les travailleurs devraient faire ont déjà fini avec ça depuis le 30 avril. Donc en réalité, selon les textes, selon la loi, le conseil devait se tenir le 30 juin. De cette date jusqu'à maintenant, les travailleurs sont dans l'attente. Donc nous demandons réellement que le comité notre président, directeur, Dr Moussa Sanogo, organise la tenue du conseil d'administration en convoquant nos administrateurs. Et si le conseil d'administration peut édifier le personnel sur le bilan de l'exercice 2017. Parce que nous, personnel de la PPM, nous savons réellement que Dr Moussa Sanogo a très mal géré les ressources de la PPM durant l'année 2017. Et nous savons pertinemment que c'est ce seul problème qui l'empêche, parce qu'il sait que le bilan n'est pas bon. Le bilan de l'exercice 2017 n'est pas bon. Ça serait déficitaire. Rien à dire parce que nous savons comment il a géré les choux. Voilà, donc là, c'était M. Adama Sangaré. Il est le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la PPM, la pharmacie populaire du Mali, propos recueillis par André Traoré.
Sur le plan africain, après le Niger et le Burkina Faso, en juillet 2018, Florence Parly, la ministre de la Défense française, arrive à N'Djamena pour poursuivre des discussions en vue de l'appropriation des opérations de sécurité par les Africains eux-mêmes. Donc c'est là ces propos. En plus de la visite aux militaires français de l'opération Barkhane, Florence aura des échanges avec le chef de l'État tchadien Idriss Déby et son ministre délégué à la Défense. Il s'agit donc de M. Bishara Issa Diadala. Au Nigeria, cette fois-ci, on connaît depuis le week-end les deux grands candidats qui s'affronteront à l'élection présidentielle de février 2019. Mohamedou Buhari représentera les couleurs de l'APC. Il sera face donc à Atiku Aboukari pour le PDP. Au lendemain donc du congrès de leur formation politique, les deux états-majors des partis s'organisent et clarifient leur programme. Mohamedou Buhari, le président sortant, met l'accent sur la lutte contre la corruption. C'était déjà le thème de sa campagne en 2015. L'ancien vice-président Atiku a de son côté une priorité: introduire la discipline dans les secteurs privés et relancer l'économie. Au Burkina Faso cette fois-ci, alors que se mène la traque contre les bases terroristes dans l'est du pays, les ONG en activité fonctionnent pour le moment normalement, mais des mesures de sécurité ont été prises pour les agents sur le terrain. En France, pour terminer avec l'actualité internationale, plusieurs syndicats appellent à contester la politique sociale du président Emmanuel Macron ce mardi 9 octobre. Tous les secteurs sont invités à défiler en bonne place. Figureront les retraités qui s'estiment, lésés par les réformes en cours en France. Retour à Bamako pour parler du mois de la solidarité. C'est parti pour ce mois, donc c'est le mois d'octobre. Et c'est le président de la République qui a donné le ton. Ibeka s'est rendu chez la douane, la doyenne de Bamako, et Kadia Tougoula, âgé aujourd'hui, tenez bien, de 128 ans, le président lui a donné des cadeaux et une enveloppe symbolique. Nous allons écouter le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Venir ici, à travers elle, honorer l'âge. C'est pour le pays-là un rappel de valeur. Dans notre société, l'âge a toujours été respecté, car porteur de sagesse. Pourquoi sagesse? On pense que l'expérience, le vécu des hommes, tel qu'il se déroule, amasse l'expérience. Donc l'âge est réputé porteur de sagesse, d'expérience, toujours utile à l'édification des hommes. C'est que le vivre ensemble soit toujours amélioré. Et le respect à l'endroit de personnes âgées est également dû, parce que c'est une leçon d'une génération, nos enfants, qu'ils sachent que c'est un bonheur d'avoir cela auprès de nous. Dans certaines sociétés, l'âge pose problème. On se débarrasse des personnes âgées, on les met dans des hospices, on les voit peut-être une fois l'an quand on les voit. Qu'à Dieu ne plaise que ce soit jamais notre cas. Notre gestion de l'âge de la vieillesse est un bonheur. Nous pensons, nous, avoir une grâce lorsque nous avons la chance d'avoir auprès de nous nos parents âgés. Et nous tâchons de faire en sorte d'être auprès d'elles, ces personnes âgées-là, jusqu'à ce que vienne l'appel de Dieu. Voilà, donc là c'était le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, après la visite chez la douanienne de Bamako, et Kadia Tougoula, âgé aujourd'hui de 128 ans, Dieu merci. Voilà. Donc là, c'est ce qui va mettre fin à cette édition de la première de Clé Info. Merci de l'avoir suivi. Vous allez rester avec nous, ça sera donc la rubrique, donc on fait signe que là, il y a la chronique de Fanta Diakité qui va nous parler aujourd'hui, une fois de plus, de l'autisme. L'autisme chez les enfants, c'est une maladie, en tout cas, compliquée. On écoute. L'enfant autiste a une déficience de l'interaction sociale due à un trouble envahissant de son développement. Professeur Aruna Togora, chef de service psychiatrie au CHU du Point G. Et ce trouble, ça concerne pratiquement toutes les sphères du développement de l'enfant. Aussi bien l'intelligence,
l'affection et le domaine affectif, le domaine cognitif, tout est concerné par cette maladie. Et en Bambara, on l'appelle Hakli Dankari. Effectivement, ça fait une limite à tout ce que l'enfant peut avoir comme manifestation de l'intelligence. Elle a plusieurs causes dont la consanguinité, mais cette option génétique n'est pas bien déterminée par les scientifiques. Les causes que nous avons essayé de relever, ça c'est les infections au cours de la grossesse. Les infections grippales, d'autres maladies que la mère peut avoir et par la suite que la mère peut transmettre à son enfant. Et raison pour laquelle on exige les visites prénatales au niveau des PMI et consorts. Vous avez souvent, ce n'est pas sûr, mais ça ce sont nos constatations personnelles, les femmes âgées, les multipares, voilà, peuvent avoir des enfants comme ça. Surtout les derniers nés, ils peuvent avoir des enfants comme ça. Et aussi vous avez, après avortement, que l'avortement soit naturel ou que l'avortement soit artificiel, l'enfant qui va naître après l'avorté peut faire l'autisme. Ainsi, il est très fréquent d'entendre des interprétations socio-culturelles de cette pathologie en Afrique. Chez certains, on va dire que ce n'est pas une personne, c'est un serpent, c'est un djinn ou bien c'est un habitant de la brousse, ce qui fait. Pour d'autres, le malade autiste est l'origine de la richesse de la famille. Donc, pour les premiers cas où on dit que c'est un citoyen de la brousse et consort, en ce moment, on va l'abandonner en brousse. Ou bien on le donne aux chasseurs qui vont les remettre au génie de la brousse. On ne sait pas ce qui se passe. Pour ceux qui pensent que l'autisme entraîne la grande richesse au niveau de la famille, parce qu'on va vous dire, le père était pauvre, la mère était pauvre, et quand cet enfant-là est arrivé, la richesse a pointé, ainsi de suite. Donc ces gens-là, ils entretiennent très bien cet enfant-là, et souvent on ne le laisse même pas sortir de la famille. Donc ça, ce sont les différentes interprétations qu'on peut avoir pour ces malades. Très généralement, les parents sont les premiers à déceler les symptômes de l'autisme chez leurs enfants. À ce stade-là déjà, l'enfant autiste peut ne pas réagir aux autres, même sa mère. Dès la naissance, l'enfant peut ne pas crier, ou il peut crier, et quand il crie, c'est sans arrêt. Pendant des heures et des heures, l'enfant peut ne pas se taire. Et déjà pour les observateurs, surtout les grands-mères et consorts et les mères qui ont l'expérience, ils peuvent dire à vue d'œil, cet enfant n'est pas normal. Et ce sont des enfants qui ne parlent pas. Ensuite, cet enfant chez la mère, c'est un enfant qui est mou, sage, qui ne pleure pas. Pendant la nuit, il peut avoir les yeux grandement ouverts dans l'obscurité, mais il ne réclame rien du tout. C'est-à-dire au moment de la tétée, l'enfant n'échange pas avec la mère. Donc il est indifférent à tout. Vous savez qu'au moment de la tétée, l'enfant il peut tâter le sein, il peut prendre le sein, et il peut regarder la mère. Mais cet enfant-là, il n'a aucun intérêt pour la mère. Aucun intérêt. Et ce sont des enfants qui sont, pour certaines, des enfants qui sont lourds. Et la mère même va vous dire, vraiment mon enfant là est très lourd. Quand je le porte au dos, j'ai l'impression que c'est un caillou. Alors vous savez que l'enfant, quel que soit son âge, il est très léger pour la mère. Parce qu'en ce moment, il y a ce qu'on appelle le dialogue tonique qui se passe entre l'enfant et la mère. Malheureusement, elle ne peut être guérie selon professeur Aruna Togora, chef de service psychiatrie au CHU du Point G. Spécifiquement, il n'y a pas de traitement médical pour changer cette attitude-là. Si on est autiste, c'est sûr et certain, on va faire l'âge adulte autiste, on va faire la vieillesse comme enfant autiste. Pour le moment, le Mali ne dispose pas de statistiques nationales concernant l'autisme, sauf les données d'une étude menée à Sikasso. Mais actuellement, avec un projet de la faculté de médecine, on a entrepris des études au niveau de Sikasso, dans l'arrondissement de Niena, dans l'arrondissement de Kignan, des études au niveau du cercle de Baroueli, à Garana. On va essayer d'étendre petit à petit à certaines localités du Mali pour avoir une certaine fréquence. Cette situation, c'est à peu près 4 à 8% pour la population infantile que nous avons vue. Alors, si l'autisme est une constitution naturelle, il est conseillé aux parents d'être attentifs et éduquer leurs enfants à être autonomes. Voilà, donc là, c'était la chronique santé signée Fanta Diakité. C'est ce qui me fait en cette édition. Merci de l'avoir suivi. Ablandan était là pour la mise en onde. La présentation assurée par Bakary Sissé reste avec nous dans un instant. La rubrique invité, sur notre antenne. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.